Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, Nicolas. Ça va bien, toi aussi? Très bien aussi. Très heureux de te revoir. Puis clairement, puis là, on est la journée même. Cet épisode-là est très attendu, fait qu'on va y mettre beaucoup d'amour. On fait la suite de ce qu'on a commencé avec l'introduction sur le technologie opérationnelle, le OT, sur laquelle on faisait une vue d'ensemble. Là, on va aller dans un élément spécifique qui est la gestion de risque. C'est un élément qui est différent de ce qu'on peut être habitué en TI notamment, et dans l'ensemble aussi. Fait que c'est des préoccupations qui sont peut-être moins communes, donc on va partager puis on va aller avec ça. Fait que je te laisse démarrer sur un peu cet univers-là, puis de voir comment on peut justement démystifier tout ça. Bon, ben c'est sûr que, à la base, que ce soit IT ou OT, la cybersécurité, ça reste un risque parmi plusieurs autres. Par contre, j'ai un mais, c'est un type de risque qui, dans les dernières années, a pris des proportions, je dirais, catastrophiques. Bon, je veux pas faire mon prophète de malheur. Pourquoi j'ai utilisé le mot catastrophique? Là, je vais revenir au cas de Merck qui, dans le fond, vient d'avoir un jugement à leur faveur. En fait, il y a eu un règlement parce que ils ont subi justement une attaque de ransomware en 2017, puis leur assureur refusait de les indemniser. Les dommages avaient été élevés à 1,4 milliard de dollars. Fait que 1,4 milliard de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis, qu'est-ce qui fait que, le ransomware, puis là, on se remet dans le contexte de notre PTIA, c'est 2017, c'était les toute première génération de ransomware, avec des dommages aussi considérables. C'est sûr que c'est pas juste des systèmes TI qui ont été touchés, c'est toute la production et l'entreprise dans son ensemble qui a été touchée. Donc, évidemment, comme de plus en plus de choses sont interconnectées, un ransomware qui rentre à un endroit, puis ça s'étend, puis ça part un peu partout. Même chose qui est arrivé chez BRP, là, fait que c'est pas long une attaque par ransomware vient affecter autant les TI que les TO. Fait que les technologies opérationnelles sont souvent, pourquoi? Parce que souvent, il y a des vulnérabilités, les ségrégations sont pas faites ou le ransomware se trouve un passage. Fait qu'à ce moment-là, l'impact arrive et fait que si je reviens au mot catastrophique, pourquoi je te parle de ce mot-là? C'est parce que dans le domaine des assurances, suite à, j'ai parlé du cas de Merck, il y a le cas de Mondelez contre Zurich. Les assureurs ont comme réalisé que, au début, c'est un nouveau risque, on peut assurer ça. Mais là, ils ont compris que ce genre de risque-là était à prendre à garde parce que c'est le genre de risque qui prend rapidement des proportions catastrophiques. Fait que ça serait moins dommageable qu'une usine passe au feu complètement ou qu'il y ait un sinistre total qu'un ransomware qui rentre dans une entreprise parce que l'impact est localisé pour certains types de risques, mais le cas d'une cyberattaque fait que le risque est, comme on dit, s'étend rapidement à travers une entreprise, fait que ça a amené les assureurs à prendre des obligations de type 4 pour justement les catastrophes. Puis ils ont fait 2 émissions d'obligations de type 4, une en 2022 puis une au début 2023, parce que là, ces risques-là devenaient, puis là, on commence à voir apparaître de plus en plus d'exclusions. Puis les assureurs aussi, particulièrement dans le domaine industriel, je pense dans tous les domaines. Là, maintenant, le slogan, c'est plus comment je dirais ça donc? Secure before insure. Fait qu'ils veulent plus, parce que des fois, les gens avaient dans leur esprit de bonne gouvernance, de transférer tout à l'assureur, puis les fameuses assurances tout risque, là, on voit commencer à apparaître de plus en plus de limitations, parce que le fameux terme Act of War, légalement, il a été rejeté au New Jersey. Fait que cette exclusion-là, pour une cyberattaque, ça tient pas la route. Là. Fait qu'ils sont obligés de changer la terminologie. Puis je pense que il y a Lloyds à Londres qui ont commencé à jouer là-dessus là, en 2022. Là. Oui, tout à fait. Je vais rebondir un peu. Je vais parler plus de volet de TI, effectivement, parce que
c'est plus le volet de TI en général qui a amené ce changement-là parce que de par le nombre, mais une attaque pure TI en rançon logiciel est pas tant dommageable que ça en termes d'ampleur. On va parler de quelques millions, on va parler d'une perte pas de production nécessairement, mais une perte de productivité ou le temps qui est mis à ramener les systèmes en marche. Mais les cas que tu as mentionnés sont très intéressants. Là, on parle, dans le cas de Merckx, on parle de milliards. Là. On parle pas, c'est pas doux là, de commencer à parler de milliards d'arrêts de production. De parler de tous ces éléments-là, donc de la conséquence beaucoup plus importante. Puis le côté outil, je le connais moi au niveau des assurances, mais les assureurs ont dû paniquer quand ils ont dû voir ces affaires-là arriver dans leur cours. Là. Ben, c'est sûr que oui, tu as raison de dire il a paniqué parce que je pense que quand un des premiers jugements est sorti, le président de Zurich, il a pris panique. Je pense qu'il voulait complètement arrêter d'assurer les risques cyber. Là. Puis là, on parle d'une grosse compagnie d'assurance, Zurich. Là. Fait que évidemment, ça a secoué beaucoup le monde de l'assurance. Bon, si on revient au domaine industriel, ben comment ça si on parle du domaine des assurances, ben oui, il existe des assureurs qui sont mieux outillés pour le domaine industriel. Bon, ici, bon, là, je suis rapidement tombé dans le transfert de risque, mais on va couvrir ce bout-là, puis après, on ira dans d'autres volets par la suite. Fait que évidemment, il y a deux types de compagnies d'assurance. Ben, en fait, tu as les compagnies d'assurance à actions, puis tu as les mutuelles. Fait que c'est les deux principaux types de compagnies d'assurance. Puis dans le domaine industriel, ben, il y en a une qui est une mutuelle qui s'appelle FM Global. FM Global, c'est lui qui assure à peu près 45% des entreprises dans le milieu industriel. Bon, FM Global, c'est, comme je te dis, une mutuelle. Puis il y a un modèle d'affaires un peu intéressant parce que c'est cette compagnie-là qui a été créée dans le Rhode Island, à l'origine, c'est né des usines de textiles. Puis les usines de textiles, à cause du coton, de la poussière de coton, c'est des environnements explosifs, puis il y a beaucoup d'incendies dans ces types de manufactures-là. Puis un des propriétaires de manufactures, lui, avait pris des mesures pour réduire le risque d'incendie dans ces manufactures. Puis à ce moment-là, il servirait vers sa compagnie d'assurance, qui était une compagnie d'action. Puis là, il dit, ben moi, j'ai fait telle et telle mesure. Est-ce que je peux avoir une réduction de ma prime? Fait que son assureur a refusé. Fait que là, lui, il dit, ah ben là, je comprends pas. Fait qu'il servirait vers ses autres collègues manufacturiers dans le domaine du textile, parce que Rhode Island, il y en avait plein. Là, je te parle au 19e siècle. Puis c'est pour ça que le nom Factory Mutual, ben, c'est né ils se sont réunis ensemble, puis se sont assurés mutuellement. Puis eux autres, dans le fond, leur approche, c'était, ben, si tu appliques certaines mesures, je vais dire, d'ingénierie, ben, à ce moment-là, tu devrais réduire tes risques. Puis pour nous autres, on est tous gagnants parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. Fait que ce modèle-là, comme grossit dans le temps, puis là, ben, FM Global utilise le même modèle d'affaires, mais avec des proportions beaucoup plus grandes, puis sont beaucoup mieux outillés parce que il y a ce qu'on appelle des Property Loss Prevention Data Sheet, puis justement, celle qui touche les systèmes de contrôle industriel, elle a été créée quand même il n'y a pas très longtemps, là, en 2020. Puis, cette data sheet-là adresse les cyber-risques maintenant. Là. Fait que, mais elle n'assure pas juste les cyber-risques. Elle parle des tout autres risques relatifs au système de contrôle industriel. Fait que ces data sheets-là, pour moi, c'est des bonnes références parce que c'est un peu les yeux de l'assureur par rapport à un client industriel. Parce que eux, pour baisser les primes de leurs clients, parce que veut pas, le client assuré par eux autres fait partie de l'habituel. Une mutuelle appartient à ses cotisants. Donc, eux ont tout intérêt à appliquer des mesures pour réduire le risque. Fait que tout à l'heure, quand je te disais « Secure before insure », ben, c'est déjà inhérent au modèle d'affaires de cette entreprise-là
Fait que c'est sûr que sont beaucoup aussi vérifiés, là. Ils viennent vérifier c'est le système d'incendie parce que FM Global est beaucoup dans le domaine des incendies. Je pense que c'est eux qui ont le plus de brevets au niveau des gicleurs. Fait que les risques industriels sont beaucoup adressés par ce type de compagnie d'assurance-là spécialisée dans le domaine industriel. Oui, ben c'est très intéressant de voir justement que cette spécialisation-là, cet intérêt-là, puis c'est ce volet-là de Secure Before Insure. Puis d'ailleurs, on aurait dû le voir ça en cyber, ça devrait être, ça aurait dû être la norme également. Puis je pense que les grands assureurs maintenant vont commencer à faire ça aussi. Je l'ai vu aussi dans les critères d'admissibilité maintenant ont changé depuis les 3-4 dernières années où puis des fois, ils vont même littéralement refuser d'assurer si les seuils minimaux sont pas atteints. Ce qui est bien parce que ça force tout le monde à rehausser le jeu. Puis d'ailleurs, je l'ai déjà abordé ce sujet dans un autre podcast. Je conseille à tout le monde de s'assurer parce que dans un cas d'une attaque cyber, ton assureur est ton meilleur ami parce qu'il va vraiment te sortir du pétrin puis va t'amener dans une zone de confort. Mais en même temps, maintenant, ben, ils ont le levier de t'amener à réfléchir. En TI maintenant, là, de clairement en OT, ça date de plus longtemps. Puis je trouve ça heureux d'entendre ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que il y a un volet que tu as mentionné qui est intéressant. Dans les risques, évidemment, il y a là, on a beaucoup adressé le volet transférer le risque. Fait que là, maintenant, c'est sûr qu'en premier lieu, si on revient en arrière, ben, il y a une analyse de risque. Puis évidemment, dans le domaine OT par rapport à TI, il y a des risques qui sont pas tous les mêmes, là. Fait qu'évidemment, si je reviens aux propos que je mentionnais sur les technologies opérationnelles, parce que les technologies gèrent des processus physiques, bien évidemment, ça amène toutes sortes de considérations au niveau des interventions, puis si on approche ça au niveau de la bonne gouvernance en cybersécurité, là. Parce qu'évidemment, la dernière chose que tu veux, ben, c'est que qu'il arrive de quoi, mais dû à cause d'une cyberattaque, là. Fait que c'est sûr que comme ingénieur, on a été formés pour travailler dans des environnements à risque. Ça fait partie de notre formation. Fait que, excluant la cybersécurité, là, c'est inhérent à tout environnement industriel parce que mon employeur, je peux pas aller faire une intervention chez un client si j'ai pas fait une analyse de risque de l'intervention que je m'en vais faire. Puis, faut qu'elle soit vérifiée par un collègue qui connaît bien le milieu, puis après ça, ben, présenter au client avant même qu'on commence quelque intervention que ce soit. Fait qu'aussitôt, moi, si je vais faire une visite dans le bureau, on ne fait pas ça, mais aussitôt que je mets mes bottes de travail pour aller sur leur site, ben, je suis obligé de faire ce type d'analyse de risque-là, parce que moi ou mes collègues peuvent être exposés à certains risques, puis quand tu vas dans les environnements industriels, ben, ces risques-là sont omniprésents partout, là. Fait que oui, ça change énormément la donne. Puis, j'ai pas fait le côté physique, là, le côté du fait d'analyse de risque associé à ces interventions-là. Moi, j'ai fait le côté cyber. Et quand on tombe en OT, il y a des facettes autres qui apparaissent et qui sont inhérentes à l'analyse de risque que tu fais de toute façon quand tu fais l'intervention, qui en TI, normalement, n'existe pas. Mes premiers contacts avec ceux-ci m'ont un peu pris par surprise parce que j'étais pas habitué à ce genre de réflexion-là. Mais notamment, on va parler de l'humain, puis notamment, on va parler de la production. Puis normalement, en analyse de risque pure TI, on ne parle pas de ces éléments-là. C'est littéralement inexistant. Et là, tu dois tenir en compte que il peut y avoir mort d'homme. Mais pas parce que il y a un risque à sa vie. Son risque à sa vie est basé sur le fait que une pièce peut tomber sur l'individu, la machine peut l'écrabouiller, il peut tomber, là, parce qu'on fait référence à dans l'épisode, il peut tomber dans la soude caustique. Tu sais, il y a un paquet d'éléments comme ça qui doivent tenir en compte maintenant dans mes analyses de risque cyber, parce que les appareils ont une conséquence sur les humains qui entourent, donc peuvent mener à des gestes. Et normalement, puis là, c'est dans l'air du temps, ben, on va prendre les attaques par rançongiciel. Est-ce qu'ils ont des conséquences sur le OT? Et si oui, est-ce que des conséquences sur des humains ensuite?
Donc, et sur la production, parce que c'est les deux facettes qui sont amenées par le OT qui n'existent pas en IT de mon expérience d'analyse de risque. Ben, c'est sûr que le volet rançongiciel, oui, dans bien des cas, ça a eu des impacts sur le OT. Par contre, au niveau, l'effet est surtout, comment je dirais ça, une perturbation des opérations. Fait qu'évidemment, le premier impact est souvent, ça perturbe les opérations. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas encore de cas documenté au niveau que l'humain a été nécessairement mis en jeu, mais c'est clair que la production, elle, a été affectée. Bon, le seul facteur humain qui a été mis en jeu, c'est que dans certains cas, si je prends BRP, ben les gens ont comme été mis en congé forcé parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, l'usine n'était pas en opération. Fait que c'est un volet. Par contre, certains autres types de cyberattaques, si elles atteignent les technologies opérationnelles, ben là, certains types, oui, peuvent avoir un impact sur l'humain parce que à ce moment-là, on vient perturber le fonctionnement normal d'un équipement. Là. Ouais, ben je pense qu'on parlait justement que il y a eu un test qui a été fait, puis le bras mécanique a défoncé une porte de camion, je crois. Ouais, en fait, c'est un exemple de comportement inattendu par un équipement outil. Dans ce cas-ci, c'est un cas heureux, il n'y a pas eu de blessés. Mais s'il y avait eu un humain dans le chemin de l'appareil, il aurait été juste écrabouillé par l'appareil. Là. Le cas qu'on fait référence là, dans le fond, qui était pas, soit dit en passant, une cyberattaque, mais c'était une personne malheureusement de TI qui a fait un active scan sur un robot de production pendant que le robot était en opération. Fait que c'est sur des technologies de l'information, ce genre d'intervention-là n'a pas vraiment d'impact. Mais sur un système en temps réel, comme on dit, tout hasard peut arriver. Puis nous, même si on dit que le risque zéro n'existe pas, ben notre rôle est de s'assurer que il y aura rien qui va arriver à soit la santé, sécurité ou environnement. Fait que ces trois risques-là font partie inhérente de toute intervention. Fait que moi, quand je te parlais, je m'en vais faire une analyse de risque parce que je m'en vais faire une intervention. Ben, si, exemple, j'avais une intervention à faire sur un type d'équipement comme ça, un robot, ben à ce moment-là, premièrement, si j'ai à faire une intervention, il ne faut pas que l'équipement soit en production. Puis, si jamais je devais faire quelque chose, ben à ce moment-là, on va créer on va iloter des sections pour dire, OK, on déconnecte du réseau ces parties-là, puis ou on fait simplement nos interventions dans des périodes de non-production, là, ce qui réduit de beaucoup le risque. Mais c'est sûr que quand un environnement industriel est en cours de production, l'importance de l'analyse de risque, surtout dans les interventions, sont très importantes. Puis c'est du côté client aussi. J'ai un client en tête, là, justement, devait changer des règles de firewall parce que on veut renforcer la sécurité. Donc, il y a plusieurs ports qui sont désactivés où il y a une communication parce que c'est des surfaces d'attaque potentielles, mais qui sont plus vraiment nécessaires. Mais c'est sûr que ces genres d'interventions-là sont faites dans une usine en production, puis à ce moment-là, avant de faire ça, eux autres, ils ont un comité interne qui doivent analyser, OK, est-ce qu'on le fait? À quel moment qu'on va le faire? Ça a-tu un risque? Parce que des fois, tu as des systèmes que tu as oubliés, puis ils utilisent un lien, puis même si les ports, les liens de communication avaient été écoutés pendant une certaine période. Ben, tu sais, il n'y a rien qui dit, moi, dans ce mois-là, j'ai écouté avec l'outil Fireman, puis là, j'ai vu le trafic passer, mais tu sais, tu peux avoir de quoi qui arrive aux 3 mois, puis lui, on l'a pas vu parce que dans la période qu'on a échantillonné, ben, ce trafic-là, c'est pas passé, là. Oui, puis c'est important. Puis justement, quand tu passes ce genre d'analyse de risque-là, il y a tout l'effet sur la production aussi. Puis là, c'est important aussi parce que, comme tu mentionnais, tu touches pas un équipement qui est en production. Cependant, il y a toujours cette réflexion-là. Puis analyse de risque, pour moi, ça a été une surprise aussi. On doit calculer l'effet sur la production qui est associé à toute
toute potentielle attaque. Là, moi, je suis côté cyber. Fait que je dis, OK, s'il y a une attaque cyber, ben, l'effet sur la production va avoir telle conséquence. On va rendre non intègre les mesures, on va rendre le problème de disponibilité ou différents équipements comme ça. Puis dans le fond, là, le cas du robot, même si c'était pas une attaque, disons, si un attaquant se rendait à cet endroit-là, Ouais. aurait cette capacité-là. Donc, on doit le réfléchir. Et le réfléchir aussi sur le fait, justement, je reviens sur la production, il y a un effet sur la production. Puis ça aussi, c'est très important parce que on l'oublie en TI que c'est pas pareil la disponibilité en production industrielle en production TI. Là. Fait que c'est sûr que dans notre jargon aussi, on utilise beaucoup le terme des infrastructures critiques, mais le terme infrastructure critique, ça peut être vague pour certains, puis pour d'autres. Fait que pour un industriel, là, tous ces systèmes de production, pour lui, ce sont ses infrastructures critiques. Bon, dans le domaine public, bon, le réseau électrique est une infrastructure critique. Fait que, dépendamment de la perspective qu'on se met, ben, la criticité des systèmes ou des infrastructures, dans notre domaine, c'est pas très compliqué. Là. Souvent, pas mal tout est critique pour quelqu'un. Là. Fait que jusqu'au moment où tu arrêtes, ce qui est plus critique pour quelqu'un, c'est parce que c'est plus utilisé. Puis ça, c'est un autre cas de gestion d'actifs. Là. Puis souvent, c'est un peu un vecteur d'attaque qui arrive, c'est que les gens n'ont pas entièrement décommissionné ou déclassifié un équipement industriel qui est plus utilisé. Fait que, parce que quelque chose qui est resté allumé puis qui dort là, ben, ça reste un vecteur d'attaque potentiel. Puis des fois, c'est une porte d'entrée pour aller sur d'autres choses. Là. Oui, surtout que s'ils sont juste là et encore branchés, si on ne sent plus entretenu, plus mis à jour, et il y a tous les effets qui peuvent se passer à ça, parce que s'il est présumé être décommissionné mais encore branché, il n'y a plus de temps d'entretien qui est consacré à cet équipement-là, puis il devient comme un zombie qui vit sur le réseau puis qui potentiellement pose des risques supplémentaires. D'ailleurs, une usine que je nommerai pas, au début de la guerre en Ukraine, a subi une cyberattaque, puis un serveur oublié comme ça a servi de vecteur pour un rançongiciel, entre autres. Là. Fait que, évidemment, c'est un cas parce que même eux se réalisaient pas que ils avaient complètement oublié ce serveur-là, mais il y en a d'autres qui ont vu l'opportunité. Puis mais certaines attaques sont très bien montées. Puis dans ce cas-ci, il a fallu que quelqu'un appuie sur une touche là, parce qu'il y a eu du phishing là-dedans. Puis la qualité du français puis le rendu avait vraiment été bien pensé là, parce que c'était extrêmement crédible. Donc c'était des fournisseurs locaux. Fait que il y a certaines attaques qui sont très très bien montées là. Fait que dans ce cas-ci, c'est le cas. Oui, non, il ne faut pas douter de la capacité des acteurs, surtout étatiques là, dans ce cas-ci. Puis d'ailleurs, dans les analyses de risque que je fais en OT, les acteurs étatiques sont probablement le vecteur le plus important, la menace la plus importante, parce que c'est souvent les seuls qui ont la capacité monétaire d'investir pour faire ce genre de choses-là. Mais ils le font. Les Russes sont reconnus pour le faire. Ils l'ont fait beaucoup en Ukraine, notamment, parce qu'on a attaqué des centrales électriques, là, peu importe la méthode de production, mais ils en ont attaqué plusieurs, de plusieurs façons très sophistiquées d'ailleurs, là, mais tout ça est vraiment très intéressant de voir, mais il faut justement, dans l'analyse de risque, prendre ça en considération qu'on joue pas avec l'adolescent du coin non plus. On joue plus avec des gens qui sont un peu plus sophistiqués, donc c'est plus normal de rencontrer des attaques bien ficelées comme celles que tu as mentionnées. Là. Ben, c'est justement, actuellement, si on dit Red Team, Blue Team, là, ben le camp du Red Team, qui dans le fond les attaquants, a un gros avantage parce que actuellement, on parlait des assureurs tout à l'heure, les assureurs ont de la misère à suivre. La législation
suit pas non plus. Fait que, puis évidemment, les clients, dans bien des cas, suivent pas. Fait que eux sont en avant de la parade, comme on dit, là, les attaquants. Là. Fait qu'évidemment, tout va très vite. Puis les méthodes, on le voit autant dans les TI que les OT, les méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées. Puis, quel que soit l'état-nation, je pense qu'il n'y a rien à peu près à leur épreuve parce que ils réussissent, ils ont un pouvoir de créativité quand même assez grand. Puis là, je te parle même pas de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui maintenant leur permet d'être encore plus créatifs, même dans ce secteur-là. Oh ouais, absolument. Puis ça, j'ai hâte de voir comment ça va débouler l'intelligence artificielle dans ces secteurs-là. Puis d'ailleurs, le cas qui fait école en termes de sophistication puis de patience, c'est Stuxnet qui est probablement un des plus intéressants, puisque c'est vraiment un passage d'une attaque longue, bien financée, sur un réseau déconnecté en plus. Ouais. Dans lequel a été monté. Fait que ça, quand on parle de sophistication dans le OT, c'est beaucoup plus probable. Parce que pour moi, dans les échelles que j'utilise pour évaluer, les acteurs étatiques sont toujours très présents. Puis il faut les évaluer comme étant crédibles et étant souvent, tout dépendant des secteurs dans lesquels j'ai eu affaire, probables. Parce que souvent, on touche à l'infrastructure critique. Puis comme tu mentionnais, au Canada, le législateur a pris un peu de retard. Justement, c'est C26, je pense, qui est le projet de loi qui essaie de redresser ça tant qu'il va être adopté. La France a les OIV, les opérateurs d'infrastructures vitales, puis les Américains aussi ont commencé à légiférer parce qu'on connaît le cas de Colonial Pipeline qui a fait les médias largement. Plus de panique que de vrai mal, mais il demeure que l'effet médiatique. Puis c'est ça aussi, c'est intéressant, parce que l'effet médiatique a amplifié une crise qui n'était pas si pire que ça non plus, là. En fait, c'est ça, là, il y a deux volets dans ce que tu as parlé. Tu viens de parler de Stuxnet, puis je vais rebondir un petit peu là-dessus. Tu as parlé du coût. Récemment, il y a un coût qui est sorti là, par un média. Ça aurait coûté 1 milliard en développement, là, Stuxnet. Je suis pas étonné. Fait que le chiffre, je sais pas, l'article, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur un document ou une information parce que ça avait jamais vraiment été chiffré. On pouvait soupçonner, on savait que c'était des moyens considérables, mais le chiffre d'1 milliard est sorti au début de cette année, là. En fait, l'article... Oui, mais je suis zéro surpris. C'est ça, l'article date du 8 janvier, fait que... C'est très, très récent, là. On est à 11 non, jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps, là. Le C26, je pense que c'est le deuxième. Il y a un des volets qui touche les infrastructures critiques. Je pense que c'est la deuxième section de C26. Puis encore là, moi, je me souviens d'avoir assisté à un webinaire de Sécurité publique Canada. C'est sûr que moi, par l'expérience que j'ai de la conformité NERC dans le domaine électrique, je sais que c'est très long et pénible de mettre ça en application, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Puis quand j'écoutais un peu leur roadmap, puis je dis, je pense que c'est pas très réaliste l'échéancier qui s'était mis parce que c'est sûr que tu as toutes sortes de forces occultes là, qui vont dire moi, je veux pas appliquer ça tout de suite, puis tout va devenir prétexte à pousser ça à plus tard. Fait que donc plusieurs comment je dirais ça? Puis un des secteurs, parce que le domaine de l'électricité est déjà très réglementé au niveau cyber, là. Fait que ce volet-là est bien couvert, mais d'autres secteurs ne le sont pas du tout. Exemple, les eaux, que ce soit l'eau potable ou usée, qui est quand même une infrastructure critique publique, ce secteur-là n'est pas réglementé. Puis au même titre que le transport, puis un paquet d'autres secteurs. Là, j'ai retrouvé mon idée tout à l'heure. Tu as parlé de Colonial Pipeline, mais évidemment, c'est un cas un peu... Il y a des cas qui sont médiatisés qui me font un peu sourire, parce que c'est sûr, Colonial Pipeline, c'est un cas de ransomware, mais qui a affecté uniquement les TI. Pourquoi la production a été arrêtée? C'est parce que la direction
peut-être par mesure de précaution, a décidé d'arrêter le pipeline au complet, donc le côté OT, alors que la ségrégation avait été bien faite. Fait que l'un n'affectait pas l'autre. Mais ils ont fait ça par mesure de précaution, probablement parce que, tu sais, quand tu connais pas quelque chose, tu vas... mais c'est sûr que si tu es familier, tu dis, OK, ben là, on a déjà... c'est complètement découplé, là. Fait que, mais si tu connais pas ça, tu dis, ben là... certaines décisions, puis celle-là, bien évidemment, a remonté loin. Là, c'est remonté au Congrès américain, puis j'entends encore une des personnes au Congrès dire, ben est-ce que une infrastructure aussi critique que le pipeline peut être arrêtée parce qu'une secrétaire a appuyé sur un lien malveillant. Fait que c'est la citation que j'ai entendue au Congrès américain. Là. Fait que bon, ça fait une image forte là pour les politiciens, mais ça reste que c'était bien monté là pour avoir un effet bœuf. Oui, c'est ça, puis eux autres, ça les amène à légiférer beaucoup là-dessus, ce qui va renforcer énormément ces infrastructures-là. Surtout le pétrole pour les États-Unis, c'est assez critique. Pour la plupart des gens aussi, mais pour eux autres qui mettent beaucoup d'importance nationale sur le pétrole et l'essence et tout. Puis c'est ça l'effet que je trouvais très drôle, l'effet de la panique qu'elle a suivi, qui était un peu inutile à certains égards, c'est que les gens se sont garochés sur les stations essence. Et il y a eu pénurie, pas parce qu'il y a eu un manque de production, c'est juste parce que la demande elle a explosé de façon démesurée pendant une courte période, puis ça l'a amené à des affaires complètement farfelues qu'on voit dans les films où les gens paniquent, ils sont dans des longues files d'attente pour avoir de l'essence. Ça l'a amené cette espèce d'éléments-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je comprends. Mais ça ramène de l'importance de ces infrastructures-là et l'effet que ça a sur la société, dans ce cas-ci, dans le cas de Colonel Palmer, sur la stabilité sociale américaine, là, c'est fou. Ah, c'est un peu comme dans le film sur Netflix que le monde après nous. Évidemment, là, on a une belle représentation de qu'est-ce que pourrait être une cyberattaque, mais ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de Black Sky Hazard. Là. Fait que si les gens sont pas familiers avec ce terme-là, Black Sky Hazard, c'est des hasards qui, dans le fond, viennent perturber les infrastructures critiques pour des très longues périodes. Donc, on parle de plusieurs semaines, mois. Fait que ce genre de perturbation-là, il y en existe de différentes sortes. Là. Ça peut être des catastrophes naturelles. De deux types, faites par l'homme ou par la nature. Puis ce genre de risques-là, ils existent. Puis moi, j'avais jamais une cyberattaque d'envergure, j'avais jamais vraiment eu de représentation de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Puis quand j'ai vu ce film-là, je dis, OK, là, j'ai vu que, OK, c'est quelque chose. Puis plusieurs mettaient en doute, OK, ça se peut pas. Mais tous les éléments dans le film sont déjà arrivés au niveau cyberattaque, là, de façon individuelle. À ce moment-là, soit par attaque ou par démonstration. Donc, la possibilité, elle existe. Oui, vraiment. Puis, j'ai trouvé très intéressant ce film-là, puisque en même temps un peu fantaisiste, un peu nous amène à la réflexion. Puis il y avait notamment les Tesla qui s'en allaient de façon non contrôlée, les se frapper une dans les autres parce qu'ils étaient comme télécommandés pour le faire comme ça. Tous ces éléments-là. Puis moi, la théorie sur laquelle je m'appuie sur ce genre de choses-là, que le peu de probabilité que ça arrive vraiment, c'est que l'attaquant a toujours besoin de l'infrastructure pour mener ses attaques. Donc, il ne se détruira pas lui-même au passage. Donc, c'est sur cette base-là qu'il est peu probable qu'il détruise le réseau de télécommunications parce qu'il a besoin du réseau de télécommunications pour mener ses attaques et continuer à terroriser, parce qu'on est dans un contexte de terrorisme dans ce cas-ci. Fait que pour terroriser, il faut que tu continues ta manœuvre de terrorisme et que tu ne sois pas juste dans une attaque isolée. Et ensuite, une fois que tu t'es isolé, tu t'es éjecté du système duquel tu peux attaquer. Le système peut reprendre vie de façon autonome si les systèmes sont bien faits, ce qui n'est pas tout le temps le cas.
Et j'imagine que tu as des cas que tu as vu justement que les systèmes ne sont plus capables de revenir parce qu'il est arrivé des éléments comme ça, parce qu'ils étaient mal réfléchis. Mais normalement, les systèmes vont être capables de revenir normalement Ouais. sans devoir répondre à un certain nombre d'infrastructures, là. En fait, tu amènes un point qui, c'est justement, quand on fait de la conception de système, ben, c'est le volet résilience auquel tu fais référence. Puis la résilience des systèmes dans le domaine industriel, c'est super important. C'est encore une notion qui est pas très bien maîtrisée, mais puis justement, quand on parle des risques cyber, ben, prenons un exemple, là. Un des contrôles de base, c'est tous les systèmes de backup puis de récupération. Ben, ces choses-là, à la base, dans le domaine TI, c'est déjà c'est du domaine acquis là, parce que ces systèmes-là ont cette résilience-là, donc backup and recovery. Puis même des fois, ça se fait tout de façon automatique. Dans le domaine industriel, dans bien des cas, ben, il y a beaucoup de lacunes sur ces volets-là. Puis, si tu as une cyberattaque, ben, ça serait bien plaisant que tu puisses avoir fait tes backups avant, puis pouvoir avoir les mécanismes de recouvrement, même si c'est par intervention humaine. Cependant, dans bien des cas, ben, en tout cas, chez certains clients, c'est pas toi qui s'occupe de ça, parce que des fois, les gens ont la perception TI, parce qu'ils le font sur leur système, ils le font aussi pour nos systèmes. Fait que là, si les gens se mettent à poser la question, puis c'est souvent des fois ce qu'on constate surprenamment chez nos clients, ben non, c'est pas eux qui font ça. Donc, si j'en comprends bien, vos systèmes ne sont pas sauvegardés. Puis bon, fait que si tu peux avoir une cyberattaque, mais tu peux aussi avoir une simple défaillance ou tu parlais du facteur humain à un moment donné, ben le fameux facteur humain, là, ben c'est le plus gros risque que tu as dans le domaine industriel. Oui, ben, les erreurs de manipulation sont, oui, effectivement, le plus grand risque. Et là, on l'a pas en erreur de manipulation pour reprendre la citation que tu parlais du Congrès. C'est pas le lien de phishing qui est l'erreur de manipulation dans ce cas-ci, c'est une intervention mal contrôlée où il y a justement pas d'analyse de risque qui a été faite au préalable et qui mène à une situation plus problématique. En fait, dans le domaine industriel, la tendance du facteur humain pourrait de plus en plus être un enjeu important. La raison, c'est que dans le domaine de la papeterie, j'ai quelqu'un qui a fait un shutdown, puis est responsable du shutdown, puis il faisait mention que c'est de plus en plus difficile de repartir les équipements parce que les employés sont plus jeunes, ils n'ont pas la connaissance au même titre que tous les anciens qui malheureusement sont tous partis à la retraite. Fait qu'à ce moment-là, le niveau de connaissance des nouvelles ressources est pas au même niveau que celle des anciens travailleurs qui avaient une expérience de plusieurs années. Parce que là, évidemment, quand quelqu'un passe 5 ans d'un emploi à l'autre, ben, n'aura pas le même vécu et la connaissance dans le milieu industriel. Fait que ce genre de perturbation-là par le facteur humain, ben, risque de se multiplier parce que justement, l'expérience terrain sera pas aussi élevée dans l'avenir que c'était, exemple, dans le passé, quand quelqu'un avait passé toute sa carrière dans une seule et même usine, puis il connaissait très bien les équipements. Tout était fait d'une façon peut-être plus comment je dirais ça, plus manuelle, mais il y avait quand même des gens qui avaient la connaissance. Fait que c'est sûr que même si on a beaucoup d'automatisation, ben, tu as quand même encore besoin d'humains, puis ça soit pour l'entretien, que ce soit pour l'opération. Mais tu sais, quand tu arrêtes un système de production, puis tu dois le repartir, que ce soit d'une façon planifiée ou non planifiée, ben ces interventions-là, le niveau de résilience, si je peux me permettre, même si c'est un arrêt planifié, ben va dépendre de la qualification de ton personnel aussi, là. Ouais, ben oui. Puis je trouve que c'est un point très important, puis que en TI, on voit moins, là, à part dans les environnements COBOL et centraux qui connaissent un peu plus de Ouais. rareté.
On n'a pas ce défilé de tant que ça. Puis de toute façon, on aime la nouveauté beaucoup, fait qu'on va rénover nos systèmes régulièrement. On va donner une couche de peinture régulière. Donc, les jeunes qui rentrent sont pas trop dépaysés en général. On mentionnait la dernière fois qu'en OT, les systèmes peuvent être en production pendant 30 ans. Et il y a 30 ans, c'était pas les mêmes approches, c'était pas la même logique non plus d'ailleurs. Fait que c'est pas parce qu'ils sont pas bien formés. La logique a changé, les systèmes ont changé, puis maintenant on a patouillé pour les rendre plus modernes au sens ils sont maintenant sur IP. Là. Ben, c'est sûr que, exemple, quand il y en a eu le fameux bug de l'an 2000, ben, plusieurs manufacturiers ont profité de l'occasion pour vendre leur babelle en disant que ben tu as deux choix, ou tu gères un risque qui peut t'arriver, ou ben donc on fait un changement technologique. Fait que plusieurs ont, comment je dirais ça, donc ont saisi cette opportunité-là. Fait que ça, il y a un auteur justement dans le domaine de la cybersécurité OT qui a mentionné que ça a laissé c'est un des effets néfastes qu'on vit maintenant en cybersécurité OT, parce que l'épouvantail du bug de l'an 2000, ben, il est resté dans l'esprit de bien des gens, comme de quoi que il y en a plusieurs qui en ont profité sur le dos des industries, alors qu'il n'est pas vraiment rien arrivé de catastrophique. Mais pour eux autres, c'était un prétexte de vendre leur bébelle. Ouais, ça a été un drôle de non-événement, ça, l'an 2000. Moi, j'étais chez Alcan à ce moment-là pour ça, puis on avait une veille, s'assurer que tous les systèmes, on a fait la nuit, s'assurer que ça, puis qu'il n'y avait rien qui avait arrêté de fonctionner, que tous les équipements avaient continué. Je me souviens pas si eux avaient investi ou pas dans ce que tu mentionnes, mais on avait vraiment tout surveillé, s'assurer que tout était là, on avait tout le monde de garde, puis ça a été un drôle de moment de non-événement de passer l'an 2000 à rien faire, puis rien se passe. Ça a été fascinant, mais oui, je comprends que ces éléments-là. Puis tu sais, l'an 2000, c'est il y a 23 ans, 24 ans maintenant, là, c'est loin là, quand même. Puis ces équipements-là qui ont été rénovés, qui ont été rachetés à ce moment-là, puis il y a encore des choses qui sont plus vieux que ça, qui dans les années 90 ou 80, qui existent encore en production maintenant. Ça, c'est ce qui est complètement fou pour des gens qui sont nés en l'an 2000. Ben, c'est sûr que dans le domaine aussi des contrôles industriels, souvent, l'équipement de procédé, souvent, peut durer très longtemps. Mais son système de contrôle, il arrive occasionnellement qu'on fasse un peu comme on rénove une cuisine. Tu sais, tu changes pas la maison, mais tu rénoves juste la cuisine. Dans le fond, la cuisine étant le système de contrôle seulement. Fait que souvent, on en profite pour augmenter la cadence d'un équipement ou autre, puis apporter certaines améliorations. Fait que dans certains cas, je dirais le gros de l'actif reste là. Il est peut-être rénové à certains endroits, mais son système de contrôle est complètement changé. Là. Puis ça arrive occasionnellement que ça améliore les performances. Parce que des fois aussi, dans beaucoup d'équipements industriels, ce qui se construit maintenant n'est pas d'aussi bonne qualité que ce qui s'est construit anciennement. Dans le domaine électrique, on le voit beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, souvent, des fois, ils disent, pense-y 2 fois avant de décommissionner tel type d'équipement, parce que si tu as allé sur le marché pour acheter ce type d'équipement-là, tu vas voir la qualité n'est pas tout à fait au même niveau, là, parce que les gens ont cherché à optimiser la production puis baisser les coûts et fait que on le voit dans tous les domaines. Ça c'est ça fait des années qu'on le voit à quel point même des choses, même si on achète d'un revendeur de prestige, si on veut, la qualité est plus là. Tout a infecté les chaînes de production depuis déjà tellement longtemps que on n'est plus capable d'avoir des choses de l'ancienne qualité. Fait qu'au niveau de quand on approche, en parlant de gestion de risque, souvent il y a 2 notions en cybersécurité, puis tu les as probablement entendues en TI. Tu as ce qu'on appelle les analyses de risque proprement dites, puis tu as les analyses de vulnérabilité, qui dans le fond, fait qu'il y a effectivement
quand on fait l'analyse de vulnérabilité, évidemment, c'est le principal moteur qui amène les risques. Mais on ne tient pas nécessairement compte des attaquants ni de l'impact. On se concentre sur les vulnérabilités. Puis, analyse de vulnérabilité, ça amène aussi la gestion des vulnérabilités. Donc, c'est le principal moteur. Mais quand on va au niveau de l'analyse des risques, là, selon l'équation des risques, on rajoute le vecteur de la menace, puis aussi le vecteur de l'impact, qui, dans le fond, peut être de différentes dimensions. Fait que c'est sûr, dans une analyse de risque est plus au début, comme première intervention, c'est plus c'est le meilleur portrait que ça nous donne, parce que tu as des ressources financières limitées, puis là, tu veux dire où c'est je dois mettre mes efforts en premier. Là. Fait qu'évidemment, c'est plus au niveau d'une analyse de risque que tu dois le faire, parce que tu dois aller chercher les plus gros, là où ça a le plus d'impact au niveau, s'il arrive quoi que ce soit là-dessus. Là. Puis, ça, c'est dans tout domaine, là, pas juste en cybersécurité, mais entre autres en cybersécurité. Mais dans le milieu industriel aussi, il y a un type de... Toi qui as travaillé à l'Alcan, tu as peut-être déjà entendu le terme ASOP. Là. Oui. J'ai entendu, mais ça fait tellement longtemps que ça fait, c'est ça. ASOP, c'est 23 ans que j'ai... Ouais, c'est ça. ASOP, c'est Hazardous Operation. Fait que dans tout système de procédés, ben, tu dois prendre chacune des composants. Quand on fait une analyse d'ASOP, c'est des analyses qui sont quand même très longues, parce que tu dis qu'est-ce qui arrive si on fait moins que, plus que. Fait que chaque élément du procédé est analysé, puis on regarde qu'est-ce qui arrive si c'est autre que. Tu as des questions clés à poser, puis là, puis des fois, ça l'amène à OK, ici, il faut apporter telle modification. Fait que ça suscite le questionnement, mais c'est des méthodes normalisées d'analyse de risque. Ça prend aussi des experts de chaque domaine. C'est quand même quelque chose d'assez laborieux, mais le rendu au niveau de la gestion des risques est quand même très bon, là. Mais c'est assez laborieux, une analyse ASOP, là. Dans d'autres secteurs, ils vont utiliser plus le terme des FMIA, qui est un autre type d'analyse, un peu selon une perspective différente, parce que dans le fond, ces analyses-là, c'est soit pour adresser le risque ou adresser la fiabilité des systèmes, là. Parce que dans le fond, la dernière chose que tu veux qui arrive, c'est d'être dans un environnement non contrôlé, là. Soit pour des questions humaines, soit pour des questions aussi de de fiabilité du système, là. Oui, ben c'est ça, il y a un objectif quand même de prévisibilité de ces équipements-là, justement, parce qu'il ne faut pas que l'équipement fasse autre chose qu'il est censé faire, notamment pour les risques humains, mais également pour la production. Oui, parce que quand on utilise le terme hors contrôle ou perte de contrôle, ben, tu sais, c'est un peu associé à tout ça. Fait que la dernière affaire que tu veux des systèmes, c'est qu'ils soient hors contrôle ou en perte de contrôle. Fait que, bon, là, j'exclus le facteur humain là-dedans, là, mais c'est sûr que comment je dirais ça? Donc, il y a tous des processus de mise en route pour s'assurer que le système est intègre, dans le fond, fait ce qu'on veut qu'il fasse, puis fait pas apparaître des hasards qu'on n'aurait pas vus. Ben, en fait, le ASOP vient vraiment envelopper tout ça. Fait que c'est sûr que la cybersécurité, si elle vient affecter l'intégrité d'un système, ben à ce moment-là, elle fait apparaître un hasard là où normalement il n'y aurait pas eu de hasard. Là. Fait que c'est pour ça que notre principale crainte est toujours quelque chose qui vient affecter la santé, sécurité et l'environnement. Quand je dis l'environnement, ben ça peut être une explosion, ça peut être un déversement chimique de gaz qui amène d'autres conséquences, fait que ça soit le traitement des eaux potables et j'en passe. Fait qu'à ce moment-là, déclaration obligatoire au ministère responsable également, là. Oui, exactement. Tu as tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que, évidemment, puis des fois, faut faire attention aussi parce que des fois,
la cyberattaque apparaît souvent comme ah ok c'est une cyberattaque alors que des fois il y a eu un cas là à Osmar en Floride, ça avait fait les manchettes là il y a peut-être 2 ans de ça que hop il y avait une station de traitement des eaux qui avait eu une cyberattaque alors que 2 ans après on a su que non finalement c'était une erreur humaine qui était arrivée qui avait amené ça là. Ouais, ben c'est la cyber, le dos large, puis j'imagine qu'ils le font parce qu'on en a des cas plus récents d'attaques sur les installations pour l'eau, justement, qui mènent peut-être à se préoccuper davantage de ce qui se passe parce que sont sous-financés. Eux autres sont sous-financés. Ouais, puis donc sont naturellement plus à risque. Ouais, le secteur du domaine des eaux est effectivement une des infrastructures qui est le parent pauvre, si je compare, exemple, au domaine de l'énergie, que ce soit pétrole, électricité, ces secteurs-là sont, ont pas les mêmes moyens, ont plus de moyens financiers que le domaine du traitement des eaux, qui, comme tu le dis bien, est un secteur sous-financé. Puis c'est pas parce que c'est moins critique, au contraire. Non, c'est vraiment juste le modèle, là, comment le financement se fait. L'énergie, c'est facile parce qu'on achète, qui contrôle. Dans le cas de l'eau, en général, c'est plus gratuit au sens où on le cache dans nos impôts. Là. Exactement. Mais ça reste que c'est une infrastructure critique, puis tu voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à l'eau potable qu'on a tous besoin, dans le fond. Là. Oui, tout à fait, ça en fait partie. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que, puis on est allé un peu partout, là, puis un peu de ma faute d'ailleurs. Est-ce qu'on a tout couvert ce que tu voulais couvrir? Pour l'instant, je pense que je m'en tiendrai à ça. Là, évidemment, on pourra en parler longuement, mais on a pas mal. C'est sûr que ultimement, quand on parle de risque, la perception du risque est variable d'une personne à l'autre. Puis c'est certain que il y a le fameux, quand on parle de la gestion de risque, il y a le fameux phénomène des 4 T, là, le tolérer, transférer, traiter, puis terminer. Bon, évidemment, quand on parle de tolérer, le terme tolérer, des fois, dans les organisations, tolérer veut peut-être des fois dire aveuglement volontaire, ignorance, insouciance. En tout cas, les qualificatifs manquent pas, là, mais dans cette catégorie-là. Puis souvent, malheureusement, le risque par rapport à la cybersécurité, j'ai dit que c'était catastrophique là, pour certaines entreprises. Puis cette gouvernance-là, on dirait qu'elle suit pas. Là. Puis d'ailleurs, si on parle de gestion de risque dans certaines entreprises, on a juste à aller voir c'est quoi l'équipe de gestion de risque. Elle est composée de combien de personnes? Fait que des fois, quand tu poses cette question-là, dépendamment des entreprises, puis je te parle pas de petites PME, là, je te parle d'entreprises cotées à la bourse, tu pourrais avoir des méchantes surprises. Fait que souvent, il y a personne où ça passe sous le chapeau de la personne responsable des finances, là, le CFO. Pourquoi? Parce que n'importe quoi qui est un risque, ça va avoir un impact financier. Ah, c'est toi qui s'en occupe. Fait que le pauvre gars, il sait pas que... Ce raccourci-là, oui. C'est sûr que c'est le gars qui a l'épée de Damoclès par excellence, parce que n'importe quoi qui arrive à tout moment, ça va écouter sa job probablement, parce que il sait pas que, comme on dit, c'est l'assurance tout risque. Ouais, c'est lui qui contrôle les cordons de la bourse. Hein. Exactement. Fait que, écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de choses dans cette discussion-là, évidemment en format style libre. Oui, tout à fait. Puis c'est ça le plaisir d'avoir ces discussions-là, de pouvoir échanger sur le sujet. Je te remercie énormément. Très, très plaisant comme conversation. On a abordé beaucoup de choses. Puis probablement qu'on va revenir sur le sujet. Ça, c'est pas mal sûr. Ça me fait plaisir. Puis je te souhaite à la prochaine. À la prochaine.